Hello tout le monde! Aujourd'hui, Superforge accueille Alexis Pratt, le fondateur de Boomerang Gift. Un entrepreneur adepte du no-code et du lean startup qui n'hésite pas à pivoter quand c'est nécessaire. Envie d'en savoir plus? Allez, c'est parti pour l'interview! Allez, bonjour Alexis. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Ouais, avec plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis entrepreneur depuis 7 ans maintenant. J'ai un profil où j'ai toujours voulu monter des boîtes. Donc depuis tout jeune, dès 18 ans, j'avais essayé de monter un espèce d'Uber de la livraison des pains au chocolat et des croissants dans ma ville avec un ami. Donc on avait lancé un petit site internet et puis en code classique à l'époque. Et le week-end, on se retrouvait à faire du vélo entre 6h et 9h du matin pour livrer des croissanteries aux quatre coins de la ville. Donc c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu l'entrepreneuriat à 18 ans. Ensuite, j'ai fait une école de commerce post-bac. J'ai fait un échange au Brésil qui était très formateur parce que j'ai été envoyé au Brésil sans parler un mot de portugais, le seul de mon école à être parti au Brésil dans cette nouvelle école. Donc c'était une belle expérience de vie et c'est aussi là-bas que j'ai joué mon premier escape game à l'époque. Donc j'ai découvert l'activité où, pour ceux qui connaissent pas l'activité, en fait, vous êtes enfermé dans une salle par équipe et vous avez 1 heure pour réussir à en sortir en résolvant des énigmes dans des univers scénarisés. Vous avez des type, il y a un escape game par exemple dans Paris, ils ont racheté un métro à la RATP qu'ils ont reconstruit dans un appartement pour avoir les vrais décors et donc il faut réussir à en sortir avant la catastrophe, avant 1 heure. Donc moi j'ai découvert l'activité à cette époque-là, j'ai trouvé ça super sympa et je me suis dit qu'il y avait une vraie opportunité parce que c'est une activité qui plaît à tout le monde, qui plaît aux familles, qui plaît entre amis, avec son entreprise, etc. Et il n'existait aucun acteur qui permettait de réserver de l'escape game en France. Donc j'étais encore étudiant en 3e année d'école de commerce. Je suis rentré, j'ai débuté ma 4e année, et tout de suite j'ai eu cette idée-là où je voulais monter un coffret cadeau Escabia. Donc c'est comme ça que mon parcours a débuté. C'est génial. Stéphanie, le Brésil, je dis ça parce que Stéphanie, elle est brésilienne. Donc, Ouais, Ah ça me d'accord. dit quelque chose. donc ça lui parle forcément, tu vois. Non, mais super. C'est vrai que ça doit être impressionnant de partir au Brésil comme ça, sans rien connaître. Ça doit être enrichissant, en tout cas. Et, Complètement. et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Boomerang Gift, qui est la première boîte que tu as montée, en fait, si je ne me trompe pas? Exactement. Donc peut-être que je peux vous faire le parcours sur les différentes boîtes que j'ai lancées Ouais, depuis. Il y en a eu vas-y. d'autres. Donc j'ai joué cet escape game au Brésil, je suis rentré en France, j'ai voulu monter mon coffret cadeau escape game, et en fait je me suis heurté à un premier problème. C'est-à-dire qu'en école de commerce, je pense on a tous le même problème, il faut un site internet pour lancer son projet quand on veut se lancer un petit peu dans la tech. Et donc j'avais différentes possibilités, soit il fallait m'associer avec un développeur, donc lâcher 30% de la boîte. Déjà, je connaissais pas de développeur dans mon réseau, et c'est toujours un petit peu compliqué de lancer 30% juste, entre guillemets, pour le côté technique. Donc ça, c'était la première possibilité. La deuxième possibilité, c'était de payer 30 000 euros. Moi, j'avais pas d'argent. Mes parents ne pouvaient pas m'aider au lancement de l'entreprise. Donc je l'ai vraiment lancé avec 1 000 euros, et depuis, on n'a pas eu de financement sur toutes les boîtes. On s'est développé en autofinancement. Donc c'était pas une option non plus de lâcher 30 000 euros pour créer mon site internet. Et la dernière option qui me restait, c'était apprendre à coder. Donc moi, je suis très optimiste, très autodidacte, et donc je me suis dit, je vais apprendre à coder. Donc j'ai commencé à m'inscrire sur Open Classroom, à suivre un code de PHP, etc. Au bout de 2 semaines intensives, j'ai affiché Hello World en rouge, en gras, au milieu de la page. J'étais super fier. Et je me suis dit, bon, je ne peux pas devenir développeur, il va falloir 2 ans avant de pouvoir bâtir mon site internet. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert Bubble. Donc, j'ai découvert le no-code. On est en 2016 à l'époque. Donc, je pense que je suis un des premiers à l'avoir découvert en France. Et en fait, tout de suite, j'ai hyper accroché dans l'outil. Pour moi, le juste milieu entre un Wix qui permet de rien faire et qui est très facile d'accès et le code. C'est-à-dire qu'il faut une courbe d'apprentissage. Il faut 6 mois, 1 an avant de bien maîtriser l'outil. Et derrière, ça permet de lancer tout ce qu'on veut 10 fois plus vite et 10 fois moins cher qu'avec du code classique. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai commencé à développer le premier site internet moi-même. On a découvert du no-code. On s'est lancé la première année à la Fnac. Donc on a lancé nos coffrets tout de suite en grande distribution à la Fnac, chez Cultura. On s'est développé. Donc depuis maintenant, on a lancé toute une gamme de coffrets cadeaux liés aux jeux immersifs. On a des coffrets réalité virtuelle, des coffrets coaching The Voice, coaching e-sport, coaching poker, escape game, etc.
Donc ça, c'est comme ça que ça a commencé. Ce qui s'est passé aussi dans le lancement de la deuxième entreprise, c'est qu'en fait, nous, on était sur une bonne trajectoire avec nos coffrets cadeaux. Tous les ans, on doublait quasiment. Donc, on a fait 100 000 € de chiffre d'affaires la première année, 300 000 la deuxième. En 2019, on a fait notre meilleure année. On a fait 750 000 € de chiffre d'affaires sur nos coffrets. Et 2020, comme vous le savez, le Covid est arrivé. Donc, on s'est retrouvé avec un produit lié au loisir. Sauf que tous nos escaliers ont dû fermer. Nos distributeurs à la Fnac, Cultura, s'étaient fermés. Et du jour au lendemain, toute l'activité s'est arrêtée. Donc, on a fait 30% du chiffre d'affaires qui était estimé sur cette année 2020. Et en fait, plutôt que rester sans rien faire, on s'est dit, avec nos coffrets, on travaille déjà avec des entreprises à qui on vend ces coffrets cadeaux. La situation, on est en plein Covid, c'est anxiogène. Les salariés sont tout seuls chez eux. La plupart, ils découvrent le télétravail et la visio pour la première fois. Et il n'y a plus de lien social au cœur de l'entreprise. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est le moment idéal pour pivoter un petit peu et se lancer sur une nouvelle activité. Et on s'est lancé sur l'organisation d'événements virtuels pour entreprises en plein Covid. Donc concrètement, en fait, on a fait jouer tout type de team building sur Zoom, sur Teams. On a fait jouer des escape games, des quiz, des cours de cuisine. On a envoyé des kits de cuisine aux quatre coins de la France avec des chefs qui animaient. Donc c'était au final pour nous une super période parce qu'on a réussi à pivoter. C'est la première année et on a fait plus de 1200 événements avec des entreprises. Donc là, on a tout défoncé par ce pivot pendant le Covid, qui est aussi pour moi grandement lié au no-code. C'est-à-dire que sans le no-code, on n'aurait pas réussi à pivoter. Parce que s'il avait fallu développer un site internet et qu'en fait on avait été prêt 6 mois après, c'était déjà trop tard. Et c'est ce qui nous a permis en fait d'avoir cette force peut-être par rapport à d'autres agences, même qui événementielles qui étaient déjà établies, c'est que tout de suite en fait on a été capable de monter notre offre. On a créé aussi nos propres jeux, nos propres escalames à faire jouer à nos clients sur Bubble. Donc on a fait jouer jusqu'à 30 000 personnes en live sur des visios où chacun se connectait dans son équipe avec des jeux, etc. Donc ça, c'est l'aventure de la deuxième entreprise qu'on a lancée en plein Covid. Boomerang Event, pardon, c'est ça? Boomerang Events, c'est ça, Voilà. exactement. En gardant une cohérence dans la marque avec d'un côté Boomerang Gift, les coffrets cadeaux, et Boomerang Event sur cette activité d'événementiel. C'est vrai que la flexibilité du no-code, c'est vraiment l'idéal, quoi. Enfin, pour ce genre de projet, de pouvoir pivoter comme ça, c'est clair qu'en code, t'aurais pas pu le faire, quoi. Enfin, Complètement. ça aurait été plus long. Et du coup, tu aurais peut-être raté le bon moment. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au niveau des business models que tu as mis en place pour Boomerang Gift d'abord? Parce que c'est vrai que l'univers des coffrets cadeaux, c'est quand même quelque chose d'à part. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça fonctionne, comment tu as monté ton business model par rapport à tout ça? Complètement. Et il y a aussi un petit peu un fil rouge dans tout ce qu'on essaie de faire chez Boomerang, c'est qu'on essaie de s'attaquer à des marchés qui sont anciens, qui sont contrôlés par des acteurs, et on n'aime rien de plus que les marchés monopolistiques. Et les coffrets cadeaux, c'est exactement le cas. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux acteurs, il y a Smartbox et Wonderbox, qui font 99% du chiffre d'affaires sur le marché. Ils font 400 millions de CA chacun, à peu près par an. Et il y a deux autres marques. Il y a, donc quand vous entrez en grande distribution, il y a Smartbox énorme, Wonderbox, il y a Dakota Box et Vivabox. Donc on dit, quand on est déçu de Smart et Wonderbox, on va aller chez les deux autres. Sauf qu'il se trouve que Dakota Box appartient à Smartbox et Vivabox à Wonderbox. Ah oui, d'accord. Mince, ils ont vraiment tout le rayon. Et en fait, je te parle de ça parce que le business model, en fait, il est très avantageux pour le coffretiste. C'est-à-dire que si par exemple tu m'achètes un coffret cadeau, je vais te le vendre 100 €, coffret cadeau Escabienne, et on va payer le partenaire que quand le coffret cadeau est utilisé. C'est-à-dire que si ton coffret cadeau, tu l'utilises dans 3 ans, en fait, pendant 3 ans, on aura gardé ton argent, qu'on aura pu utiliser ou non pour le développement de la société, mais on aura à payer notre partenaire que quand tu l'utiliseras. Ce qui fait que c'est un business model qui est très intéressant parce qu'il y a besoin de peu d'argent pour se lancer dans le coffret cadeau. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans ce business dès le début, parce que j'étais au courant en fait du business model qu'il y avait derrière et j'avais pas d'argent pour me lancer. Donc le meilleur moyen, c'est qu'on est très lean startup, on a tout fait étape par étape. C'est-à-dire qu'on a commencé au début, on vendait que des PDF, on n'avait même pas de coffret cadeau physique. Et en fait, c'est l'argent de nos premières ventes, des premiers PDF qu'on a vendus en ligne, qui nous a permis d'imprimer nos premiers coffrets cadeaux chez un imprimeur en ligne. À l'époque, c'était moi qui les montais tous devant la télé, un petit peu comme voilà, c'était du carton à monter pour vendre les coffrets. Puis ensuite, avec cet argent de ces ventes, on a permis d'imprimer aussi nos autres coffrets cadeaux de manière plus quali. On a tout fait étape par étape. Et donc ça, c'est le business model du coffret cadeau, c'est-à-dire qu'on va toucher une commission en fait sur l'utilisation du coffret quand le coffret est utilisé, en moyenne autour de 20% à notre partenaire. Et c'est vrai aussi, ça c'est non négligeable, je ne m'en cache pas, on vit aussi avec les coffrets qui ne sont jamais utilisés. C'est-à-dire que il y a une partie des coffrets cadeaux qui sont vendus, qui ne sont jamais utilisés, et dans ce cas-là, le coffretiste, donc on garde l'argent du coffret cadeau. Par contre, moi, ce que j'estime, c'est qu'il y a une frontière à ne pas franchir. C'est-à-dire que si on réfléchit vraiment d'un point de vue business, on peut se dire, OK, en fait, on gagne de l'argent sur ces coffrets cadeaux,
presque que uniquement avec les gens qui l'utilisent pas. Donc on a tendance à tout faire pour que les gens l'utilisent pas. C'est pour ça que des fois, quand vous achetez un coffret cadeau, en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun partenaire à côté de chez vous, qu'il y a des conditions cachées, que le coffret n'est pas valable le week-end, qu'il n'est pas valable en mois de juillet, etc. Et en fait, c'est ça qu'on essaye d'attaquer avec Boomerang Gift, parce que nos coffrets cadeaux sont valables 99 ans. Donc déjà, vous ne le perdez pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque que la date soit dépassée. Et surtout, on n'a aucune condition cachée. C'est-à-dire qu'avec tous nos partenaires, les coffrets cadeaux sont valables quand vous voulez. On fait en sorte d'avoir des partenaires à proximité dans n'importe quelle ville et on fait tout pour vous l'utiliser. C'est-à-dire qu'on vous relance par mail, vous pouvez échanger vos coffrets. Si vous ne l'utilisez pas, entre guillemets, tant pis pour vous. Mais moi, j'aurais fait mon métier, j'aurais tout fait pour vous l'utiliser. C'est un petit peu ça la vision qu'il y a derrière Boomerang Gift. D'accord, c'est cool, ouais, c'est plus transparent. C'est vrai que, je sais pas, mais on a tous eu, je pense, au moins une fois dans notre vie, un coffret Wonderbox qui est resté dans un coin, quoi. Quand on a raté la date, on s'est dit tant pis, Ouais, c'est vrai. on pense jamais à utiliser en fait, hein, on les a là et enfin moi j'en ai vendu quelques-uns des coffrets Wonderbox. Je travaillais dans un magasin qui en vendait et clairement c'était les retours que j'avais quoi, que les gens pouvaient pas les utiliser parce que c'était jamais disponible quand ils pouvaient y aller. Enfin il y avait toujours un micmac quoi. Complètement. Non, mais très cool. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir que bah, vous y avez été étape par étape et en partant de zéro, en fait, c'est hyper inspirant, je trouve, d'avoir ce genre d'entrepreneur. Vos premiers clients ou premiers utilisateurs de Box, comment vous êtes allé les chercher, du coup? Comment vous êtes allé à leur rencontre pour leur dire, regarde, moi j'ai ça comme produit, c'est top, bien quoi. Alors, c'est une bonne question. En plus, moi, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le Lean Startup. Où le Lean Startup, c'est on va tester le plus rapidement possible à moindre coût. Et si on valide en fait le test, on va continuer dans cette voie-là. Si on valide pas, on va itérer et on va partir sur autre chose. Et en fait, c'est vraiment un petit peu le mantra qu'on a chez Boomerang. C'est dans la plupart de nos actions. Il y a plein de produits, par exemple, qu'on a vendus avant de les avoir créés. Et c'est un petit peu la même chose dans l'histoire de la boîte. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai eu cette idée de coffret cadeau SKBM, il fallait d'abord valider en fait que les SKBM étaient intéressés par ce type de nouveaux produits et qu'il y avait un marché. Je savais qu'il y avait un marché parce que chaque SKBM vendait déjà des bons cadeaux. Ils vendaient leurs propres bons cadeaux. Et il y a une particularité aussi dans le monde de l'SKBM, c'est que tu peux le jouer qu'une fois. C'est-à-dire que si tu offres à un ami un SKBM qu'il a déjà fait, en fait, ça sert à rien parce qu'il a déjà vécu l'expérience. Et en fait, en laissant le choix avec un coffret cadeau qui permet d'offrir non pas un SKBM en particulier, mais le choix parmi plus de 500 SKBM qu'on a sélectionnés partout en France, je savais que si les bons cadeaux des SKBM se vendaient, ça allait se vendre. Donc il y avait entre guillemets moins de risques du côté client. L'enjeu, c'était plus de faire adhérer les partenaires au projet. Donc en fait, tout de suite, au bluff, c'est-à-dire que j'ai appelé un premier SKBM, je me rappelle, c'était Fox in a Box Nice, qui est toujours partenaire chez nous aujourd'hui. Et donc à l'époque, j'étais rien, c'est-à-dire que j'étais encore étudiant en première année de master. Mon logo, je l'avais fait sur Paint, j'avais une adresse Gmail, j'avais pas de site internet. Et en fait, complètement au bluff, j'ai validé l'idée, j'ai appelé Fox in a Box Nice et je lui ai raconté le projet. Donc bonjour, je lance le premier coffret cadeau SKBM. On a déjà des partenaires à Paris. On sera présent en grande distribution à la Fnac en décembre. Voici l'intérêt pour vous. Ça va vous rapporter des clients, c'est gratuit, vous allez avoir de la visibilité, etc., etc. Et l'appel, c'est fini, ou comment ça se passe? Et je leur dis, je vais vous envoyer mon contrat de partenariat. Dans notre contrat, il y a une exclusivité d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il faut me le renvoyer signé la semaine prochaine. Voilà. Et donc, Fox in a Box 10 m'a renvoyé le contrat alors que j'avais rien du tout. J'avais juste mon adresse Gmail et le logo. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, là, il y a une opportunité, ça va intéresser les escaliers. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, d'abord, il a fallu en signer. Donc, la première étape, c'est qu'on a travaillé avec mon associé de l'époque sur la construction du site internet et la signature de ces partenariats avec les SKBM. On est en train de construire l'offre. Et puis, avec du SEO, sans forcément, en fait, aller chercher, en mars 2017, donc on a créé la boîte en février 2017. En mars 2017, on a eu la première vente, quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui a acheté le coffret, un premier coffret sur le site internet. Et là, on s'est dit, waouh, on était un petit peu choqués, parce qu'à l'époque, le site ne ressemblait absolument à rien. On l'a vraiment lancé avant qu'il soit prêt, en respectant la méthodologie d'une startup. Et on s'est dit, waouh, il y a quelqu'un d'assez fou qui a acheté sur notre site internet. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Par la suite, jusqu'à juin, on a fait, je pense, une vingtaine de ventes sur le site internet, donc ça se lançait tranquillement, à peu près 2000 € de chiffre d'affaires. Et aussi, à peu près dans la même période, en mai-juin, on a découvert en fait le B2B. Donc on a commencé à travailler avec des plateformes revendeurs de billetterie pour les comités d'entreprise. Et là, la première, c'est Calidea, donc, que mon associé a démarché. Et donc, on leur a vendu notre concept. Eux, ils étaient intéressés par procéder de l'SKBM, mais ils n'avaient pas envie de bosser avec les 300 SKBM partout en France. Ils voulaient un acteur au-dessus du marché, donc, comme nous. Et aujourd'hui, on est toujours le seul à pouvoir proposer de la billetterie partout en France sur l'SKBM.
Et en fait, Calidea nous a acheté pour, je crois que c'était 8 000 € de coffret, alors qu'à l'époque, on avait vendu 2 000 € sur 6 mois sur le site internet. Et c'est vraiment ce qui a lancé la boîte, parce qu'en une commande, on a fait 4 fois plus que ce qui avait été fait sur le site internet. C'est fou ça. Et donc ça, c'était avant que les coffrets soient revendus à la Fnac, Cultura et compagnie. Ouais, enfin, c'est-à-dire qu'auprès des partenaires, j'ai pas complètement menti parce qu'on a été à la Fnac. On n'y a pas été en décembre 2017, on y a été en décembre 2018. Ouais, non, ça va. Un an près, c'est rien. C'est un peu ça. Je disais qu'on y sera en décembre. Je précisais pas quelle année. Non, mais on peut toujours prendre du retard, hein. Il y a plein d'aléas, il y a pas de souci. Du coup, c'est hyper intéressant. Alors, tu as déjà répondu un petit peu aux questions par rapport à Bubble, pourquoi tu as choisi. Donc, il y avait ce côté parce que c'était du no-code et du coup, c'était plus rapide. Est-ce qu'il y a autre chose qui a aiguillé ton choix sur Bubble ou vraiment c'est le hasard qui a fait que tu as rencontré, enfin, tu as connu Bubble et tu t'es dit, bah, ok, c'est vachement bien, je vais partir là-dessus, quoi. Je pense que c'est vraiment le hasard. Je sais qu'à l'époque, il y avait Wix, mais Wix était beaucoup trop limité parce qu'il y a quand même un côté tech à nos coffrets cadeaux. C'est-à-dire que chaque coffret cadeau a un code unique. Il est identifié par 2 codes. Chacun de nos partenaires a un espace sur un site internet et c'est le partenaire qui valide l'utilisation du coffret en rentrant le code pour pouvoir être payé. Donc il y a D'accord. quand même une particularité de développement assez costaud où il y a peu d'outils no-code autres que Bubble qui permettaient de le faire. Et je pense qu'à l'époque, j'avais tapé Best No-Code Tools en anglais parce qu'en français, il n'y avait quasiment rien. J'étais tombé sur un article américain et en fait, tout de suite, j'ai découvert Bubble, j'ai accroché au truc. Et déjà à l'époque, en fait, en 2016, c'était bluffant ce que ça permettait de faire. C'est-à-dire que l'outil était moins évolué qu'aujourd'hui, mais il y avait toujours un moyen détourné pour arriver à tes fins. C'est-à-dire que là où, par exemple, il n'y avait pas de boucle récursive qui était possible à faire, en fait, en créant 20 conditions, en y passant du temps, c'est possible d'arriver à faire ce qu'on voulait. D'accord, super. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous utilisez d'autres outils au quotidien, no code, d'autres outils no code dans votre quotidien? Est-ce que, en dehors de Bubble, est-ce que vous avez d'autres outils dans votre stack actuel? Ouais, alors, dans notre stack, pour tout ce qui est site vitrine, on est sur Webflow, hein, qui est quand même plus simple à prendre en main que Bubble sur certains sites. Et on utilise Make pour tout ce qui est automatisation. Ok, Donc trop bien. on automatise tous nos services et on est de plus en plus présent sur l'intelligence artificielle. Donc on le connecte de plus en plus ChatGPT avec Make, avec nos différents services. Ok, oh, trop bien. Oui. Stack classique, Webflow, site web, Bubble, appli, parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le plus gros challenge pour la réalisation du projet, du coup? Le challenge qui soit tech ou pas, hein, vraiment les difficultés que tu as rencontrées pour arriver à faire tout ça et que tu as surmonté forcément puisque tu es là aujourd'hui. La difficulté, j'ai envie de te dire, c'est que tout s'est enchaîné. C'est-à-dire qu'on a eu une période jusqu'à aller sur les 4-5 premières années où tout paraissait logique. C'est-à-dire que bien sûr, il y a eu des ajustements, mais j'ai envie de te dire que chaque étape s'est suivie, on a continué à progresser, on a continué à grandir, et un peu étape par étape. Il n'y a pas eu vraiment de surprise, il n'y a pas eu vraiment de grosses difficultés sur les premières années. J'ai l'impression que tout s'est un petit peu enchaîné. La difficulté, c'était il a fallu se réinventer pendant le Covid, mais en fait, très vite, grâce au no-code, on a su pivoter, et donc on s'est mis tous à bosser sur cette partie d'événementiel virtuel où au final, on a fait 3 fois plus de chiffre d'affaires la première année grâce aux événements virtuels que ce qu'on faisait avec les coffrets. Donc, j'ai pas envie de te dire que c'était une période difficile. Pour nous, le Covid, c'était au final la meilleure période, même si les coffrets étaient à l'arrêt. La difficulté qu'il y a pu avoir, c'était devenu après, c'est-à-dire qu'une fois que le Covid s'est terminé, où là, il a fallu se réinventer en fait de nouveau, parce que les coffrets ont dû repartir, donc il a fallu ne pas les mettre de côté, structurer une équipe indépendante qui gère la partie coffret. Il a fallu évoluer sur la partie événementielle, parce qu'on fait beaucoup moins d'événements virtuels, bien sûr, que pendant le Covid. Donc on s'est lancé sur tout ce qui est événementiel d'entreprise en physique, les team building, les séminaires, les soirées, où là, c'est un vrai autre métier. C'est-à-dire que c'est facile, entre guillemets, de faire de l'événementiel virtuel sur Zoom. Quand tu te retrouves à organiser un séminaire pour 400 personnes à l'étranger, alors tu te rends compte que c'est un vrai métier qu'on a appris. Il a fallu recruter les bonnes personnes, se structurer, etc. Donc c'est toujours un enjeu en fait d'évoluer au bon moment, hein, évoluer, apprendre. Après, c'est vrai qu'avec la méthode du Lean Startup, ça aide aussi peut-être à aller dans ce sens, tu vois. Peut-être que sans Complètement. sans ce mindset, tu n'aurais peut-être pas eu l'idée de pouvoir rebondir comme ça, pause en fait. Je Ok. pense aussi, ouais, c'est vraiment ce que j'essaye de créer aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Boomerang, on fait des coffrets cadeaux, de l'événementiel et de la création de jeux sur mesure. Demain, on pourra faire des choses complètement différentes, hein. Mm. Et aux gens que je recrute, je ne veux pas leur fixer de limite. C'est-à-dire que s'ils arrivent un matin avec une bonne idée, ben, on peut partir en mode projet, lancer une nouvelle boîte à côté
Et ça fait vraiment partie de notre ADN. C'est-à-dire qu'on n'aime pas les choses établies, on n'aime pas les statu quo, on aime en sortir, on aime être créatif. C'est trop Et bien. pour rebondir sur ce que tu disais d'un point de vue de la difficulté, c'est-à-dire que ça va un petit peu aussi avec notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'on est vraiment aussi, c'est-à-dire quand on a une idée, on fonce, on est la tête dans le guidon, et des fois c'est important de pouvoir en sortir un peu, prendre un peu de hauteur, et pouvoir analyser ce qu'on est en train de faire et prendre les bonnes décisions. Et c'est peut-être ça en fait les difficultés qu'on a eues sur les premières années, c'est être capable en fait de sortir de cet état où ouais, on fonce, on sait là où on va aller pour prendre les bonnes décisions. Hmm. Après, il y a peut-être une question de maturité derrière. Tu vois, comme c'était un petit peu jeune, le lancement de la boîte et tout, il y avait peut-être une envie derrière de foncer. Peut-être que maintenant, avec le recul, vous avez peut-être gagné en maturité aussi pour être moins rentre dedans, on va dire, et vous poser d'autres questions qui ne se posaient pas à l'époque. Complètement. Peut-être. Savoir quand se les poser. C'est-à-dire que je veux garder cette mentalité où on fonce, quand on a une idée, on va 300 fois plus vite que les autres. Mais par contre, on sait, oui, comme tu dis, à quel moment il faut se poser les questions, prendre les bonnes décisions, peut-être plutôt que ce qu'on faisait à l'époque. Ouais. Parce que c'est un fait aussi, c'est un avantage d'avoir. Moi, j'ai jamais bossé avant de monter la boîte, c'est-à-dire que je l'ai monté en première année d'études, mais j'ai peu d'expérience professionnelle. J'ai fait un stage de 2 mois avant de monter la boîte, mais j'ai pas envie de te dire, voilà, je sais pas comment ça se passe à côté, donc voilà, c'est on revers un peu de la médaille. Non, mais c'est bien aussi parce qu'au moins tu es fidèle avec ta vision du métier et de l'entreprise, tu vois. Comme ça, tu te laisses pas influencer par d'autres expériences que tu aurais pu avoir. Pour moi, c'est aussi un point positif, en tout cas. Et du coup, avec tous ces événementiels en présentiel, donc tu as dû recruter, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe actuelle? Est-ce que c'est la même pour toutes les boîtes ou tu as vraiment différentes équipes dédiées pour chaque boîte? Comment ça se passe? Alors, on a commencé où Covid, tout le monde était sur les coffrets, le Covid est arrivé, tout le monde est passé sur les événements. Donc, en urgence, on a tous changé de métier, on est tous sortis de notre zone de confort. Par exemple, Théo, le premier salarié qu'on a recruté, il était chargé d'appeler les escaliers partout en France et de les faire signer notre contrat de partenariat sur les escaliers. Et en fait, le jour où on a lancé l'activité virtuelle, il s'est retrouvé animateur. Donc, nos premiers quiz, c'est Théo qui était derrière l'écran, qui était en train d'animer devant 200 personnes en anglais, en espagnol, etc. Donc, c'est tous une période où on est sorti de notre zone de confort aussi. Enfin, moi aussi, je me suis retrouvé un jour à animer un événement. Je me rappelle, c'était génial. C'était un événement anglo-japonais avec une boîte japonaise qui avait une antenne à Londres. Et donc, en fait, moi, j'animais en anglais sur fond vert au bureau avec une caméra en mode studio. À côté de moi, j'avais une traductrice qui traduisait tout ce que je disais en japonais. Et on avait des gens qui jouaient à 8 h du matin à Tokyo et d'autres, il était 17 h à Londres. Voilà. Donc, on est tous sortis de notre zone de confort pendant cette période de Covid. Et on s'est retrouvé à la fin du Covid où il a fallu quand même se spécialiser parce que comme les coffrets repartaient, c'était pas envisageable de se dire non, on va continuer à tout faire, chacun à droite et à gauche, etc. Donc aujourd'hui, maintenant, j'ai vraiment mes équipes qui sont dédiées par activité. J'ai une équipe pour les coffrets, une équipe pour l'événementiel et j'ai une équipe même sur une troisième boîte qui est séparée de la première activité de création de jeux sur mesure, dont on pourra parler un petit peu plus tard. Et les seules fonctions qui sont mutualisées entre la partie coffret et événementiel, c'est mes fonctions marketing et les fonctions tech qui interviennent sur D'accord. les deux. Et du coup, vous êtes combien en tout aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a une vingtaine sur D'accord. les 3 structures. Sur les trois structures. Ok. C'est pas beaucoup, 20 quand même, hein? Vous ne devez pas vous ennuyer. On s'ennuie pas, c'est vrai qu'on a beaucoup de boulot, mais voilà. Moi, j'estime aussi qu'il vaut mieux être une équipe resserrée, il vaut mieux avoir les 20 bonnes personnes que d'être 120 dans un bureau et puis d'être pas forcément efficace. C'était une phrase de Jeff Bezos chez Amazon qui dit que dans une équipe, quand tu n'as plus de 2 pizzas à commander pour un after work, c'est qu'on est beaucoup trop. Et donc on essaie de garder cet ADN chez Boomerang, de fonctionner par petite équipe, petit bureau. On a un bureau dans Paris qui est divisé vraiment où il y a une pièce par chaque entreprise. Donc ça permet aussi de créer un petit peu cet ADN-là. Et dans la stratégie que je suis en train de prendre, je veux donner de plus en plus sa propre identité à chaque structure, avec presque ses propres valeurs, ses propres manières de fonctionner. C'est-à-dire qu'on partage les mêmes bureaux, mais par exemple, aujourd'hui, dans l'activité événementielle, ils sont beaucoup plus rigides sur les horaires que dans l'activité de création. C'est-à-dire que les salariés dans l'activité événementielle, s'ils ne sont pas là à 9 h, ça ne va pas. Alors que moi, les valeurs que je donne dans l'activité de création, on est beaucoup plus flexible. Chacun vient à l'heure qu'il veut, tant qu'il fait son travail, chacun fait ses horaires. Voilà. Oui, oui, tu leur laisses la flexibilité et comme ça, c'est eux qui se gèrent, quoi. Tu les laisses se responsabiliser, on va dire. Complètement. Et je fais en Et- sorte aussi dans l'équipe en fait d'aller assez vite. Moi, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que moi j'aime créer une boîte, j'aime être
à l'impulsion, être au moment vraiment où on passe de 0 à 1, où on se lance dans un nouveau projet, je pense que c'est là où je suis le plus fort et je suis peut-être un petit peu moins fort pour la partie vraiment gestion et faire grandir une entreprise derrière. Donc maintenant que je l'ai identifié aussi, mes objectifs, c'est à chaque fois qu'on commence à faire marcher un petit peu une activité, c'est recruter les bonnes personnes, déléguer totalement la partie gestion et je leur faire confiance totalement. D'accord. Alors justement, Albus, la troisième boîte, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, cette boîte de jeux sur mesure? Complètement. C'est aussi en fait une demande qu'on a identifiée qui est en relation avec l'activité qu'on avait sur Boomerang Events. Donc sur Boomerang Events, il a fallu qu'on crée nos team building digitaux à faire jouer à nos clients. Et en fait, un jour, il y a un client, donc c'était Capgemini le premier, qui est venu nous voir et qui nous a dit bah, c'est génial votre jeu, mais est-ce que vous seriez capable en fait de créer un jeu sur mesure pour nous? Parce que moi, Vol de la Joconde, oui, c'est sympa, mais ça n'est pas exactement ce que j'ai besoin. Moi, je veux faire jouer 30 000 salariés, je veux qu'ils aient un moment fun, mais que ça soit autour de notre politique RSE. Donc voilà, Casa des Papel en classique, c'est pas trop autour de la politique RSE de Capgemini. Et là, ça montre aussi en fait notre façon de faire, c'est-à-dire que la coup de chance, c'est moi qui avais eu en plein mois de juillet la directrice communication de Capgemini Engineering qui avait appelé le standard de Boomerang Events. Et en fait, moi, tout de suite, en fait, elle m'a fait son brief au téléphone. Et dit, mais ça tombe bien, justement, on est en train de bosser sur ce nouveau projet, on est en train de le lancer, on est en phase de bêta. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fait une démo dans 2 semaines. Je vous montre exactement la plateforme qu'on est en train de créer. C'est une plateforme qui permet de faire jouer tout le monde sur une semaine, un SKBM en asynchrone, par équipe. Enfin, voilà, je lui ai vendu exactement ce qu'elle demandait en lui faisant croire qu'on était en train de bosser dessus. Et donc là aussi, c'est la force du no-code, c'est que pendant 2 semaines, avec mon développeur, on n'a pas beaucoup dormi, parce que moi aussi, j'ai mis la main à la pâte, j'ai développé cette première plateforme. Et 2 semaines après, en fait, on a fait une démo à Capgemini, où c'était vraiment un MVP qui avait été fait sur Bubble, mais qui fonctionnait, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Donc on a signé notre premier projet comme ça. On leur a développé cet SKBM, on a fait la Casa des Cap, un mix des Casa des Papel et de Capgemini, avec en plus des chaînes sur le politique RSE. On a fait jouer 30 000 personnes, ça a super bien marché. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un métier différent. C'est-à-dire que sur Events, on est capable de commercialiser des offres, mais on n'est pas créateur d'offres. Ça ne demande pas du tout les mêmes compétences et les mêmes métiers. Et donc, c'est à partir de ce moment-là en fait, où j'ai carrément créé une boîte à côté et que j'ai recruté les bonnes personnes. Donc là, il a fallu des game designers, des développeurs, des chefs de projet, des métiers complètement différents de ce qu'on peut faire sur Boomerang Events. On a structuré ça et aujourd'hui, c'est une boîte qui marche très très bien, où on a fait une dizaine de projets la première année, quasiment que des grands comptes, où à chaque fois, en fait, on part d'un brief et on est capable de tout créer, que ce soit un jeu en physique ou en digital. Et on fait vraiment le lien en fait avec les objectifs de nos clients en face. Ça vous prend combien de temps à peu près pour développer un jeu, suite à une demande? En moyenne, hein? Alors ça dépend. Si c'est un jeu pour nous, on est capable de le faire en 1 semaine. On est très très rapide. Par contre, si c'est un jeu pour un client, on recommande 3 mois minimum. D'accord. Parce que c'est essentiellement en fait la compréhension du brief, le contenu, les allers-retours, les phases de validation qui vont prendre du temps. La phase de création en elle-même, c'est pas la phase la plus compliquée. Ok. Et du coup, tu as combien de développeurs Bubble en interne? Alors pas tant que ça. Aujourd'hui, on est 3 en tout dans l'équipe Bubble. Toi inclus, J'ai hein? 2 développeurs, ouais, 2 développeurs. Et moi, j'essaye d'en sortir, mais c'est vrai que quand il y a encore des gros projets, des fois, j'ai un petit peu 2 journées où je fais mon rôle de CIO en journée, et puis de 22h à 2h du matin, je redeviens dev no code. Et tu as des designers aussi dans la team ou en Ouais, dehors du game design de Albus? Non, tu as des designers en ouais, interne ouais, aussi? ouais, ouais. On sépare vraiment les 2 métiers. On a des game designers sur Albus et des designers Voilà. aussi, designers directeurs artistiques. Ok. T'en as combien des designers artistiques? Alors, on en a Designers 2 aujourd'hui. 2. Ok. Ouais. Trop bien. C'est trop cool. Et du coup, là, où est-ce que tu en es au niveau du projet global? Qu'est-ce que tu as comme piste pour l'avenir? Est-ce que tu as envie de faire une quatrième boîte ou juste te concentrer sur la croissance de ces trois-là pour commencer? Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais, il y a toujours des projets qui sont dans les tiroirs. Là, il y a un gros enjeu sur notre activité événementielle, parce que comme je pense que sur le Boomerang Events, on l'a lancé par opportunité pendant le Covid. Et donc, on s'est retrouvé avec cette boîte-là où aujourd'hui, on fait des team building, on fait des séminaires, on fait des soirées, on fait un petit peu tout. Mais pour moi, le positionnement n'est pas assez bien défini. C'est-à-dire que on vend pas de la même manière un team building à 1 000 euros avec un groupe de 20 personnes qu'un séminaire à 300 000 euros à l'étranger pour LVMH.
Et aujourd'hui, la marque qu'on a créée a du mal à faire cohabiter les deux. C'est-à-dire qu'on a une ADN beaucoup plus team building, mais nos clients, comme ils ont été satisfaits sur le team building, ils commencent à nous faire confiance et on se met à organiser des séminaires et des soirées pour eux, des projets plus ambitieux. Et le projet un petit peu qu'il y a dans les tiroirs, c'est de séparer nos deux activités pour avoir vraiment la partie marketplace, Boomerang Events, où tu réserveras ton team building de façon beaucoup plus automatisée qu'aujourd'hui, et la partie agence, où on va créer une nouvelle marque, où là tu interviendras auprès de nous pour tous tes gros projets événementiels ambitieux, que ce soit un lancement de produit, que ce soit une soirée avec des influenceurs, tout type de projet événementiel dont pourra avoir besoin une entreprise ou une collectivité territoriale. Trop cool. C'est vraiment chouette comme projet. Ça donne envie en tout cas. C'est cool, ça fait plaisir. Non, mais c'est hyper intéressant et c'est très inspirant aussi de voir le parcours de quelqu'un comme ça qui commence de zéro en fait et qui lance une boîte et puis une deuxième et qui saisit les opportunités grâce aux outils qu'il trouve ou voilà, grâce à sa créativité. C'est toujours hyper intéressant. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais donner des conseils justement à d'autres entrepreneurs ou des startups qui envisageraient d'adopter une approche no-code pour se lancer? Est-ce qu'il y a pour toi des points hyper importants à respecter ou voilà, des conseils? Alors, pour moi, le principal conseil, c'est pour nous, c'est notre plus grande force aujourd'hui, quasiment, le no-code. C'est-à-dire qu'on est capable de, dès qu'on a une nouvelle idée, dès qu'on veut lancer quelque chose, dès qu'on a besoin de s'adapter, là où il faut faire un ticket, et tu mets 3 mois à l'avoir avec des développeurs classiques, nous, j'ai presque envie de te dire que c'est fait à la minute à chaque fois. Donc, on est capable d'aller très, très vite. Par contre, il faut trouver les bonnes personnes. C'est-à-dire que comme ça reste encore des technologies qui sont jeunes, le plus difficile, c'est de trouver ta bonne équipe de no-codeurs. Et c'est souvent long à former. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pas bon sur Bubble, c'est-à-dire que s'il se lance et qu'il a aucune connaissance en code et qu'il part vraiment de zéro, les 6 premiers mois, il va faire n'importe quoi et l'app peut marcher, mais elle peut marcher à moitié. C'est-à-dire qu'une app Bubble qui est mal optimisée, en fait, ta page, elle peut mettre 10 secondes à charger si derrière le travail est mal fait. C'est-à-dire que ton développeur, il va avoir l'impression qu'il a terminé parce qu'il a fait ça pour la première fois, mais en fait, s'il n'a pas les bons réflexes et il n'a pas bien optimisé, ah ouais, en fait, la finalité, c'est-à-dire que si moi je suis patron d'une startup et en fait je recrute un no-codeur qui n'est pas au niveau, bah en fait, mon site sur Bubble, je veux dire, c'est de la merde parce que ça met 10 secondes à s'afficher, ça marche à moitié, donc bon, ça marche pas. Donc le principal conseil, c'est oui, il faut y aller, ça peut faire gagner énormément de temps, mais il faut réussir à trouver les bonnes personnes. Il faut savoir aussi être patient, il faut laisser du temps. C'est-à-dire que si on recrute quelqu'un qui ne connaît rien à Bubble, pour moi, il y a 6 mois, 1 an, en fait, vraiment de courbe d'apprentissage avant que la personne puisse être opérationnelle et être efficace sur les projets. Et quand même, ce qu'il y a de mieux, c'est vrai que c'est d'avoir quand même un cofondateur qui a une petite appétence tech et qui a envie et qui aime mettre la main dedans. Moi, j'ai un profil, par exemple, moi j'ai fait une école de commerce, mais j'ai toujours eu ce côté un petit peu autodidacte où j'aime apprendre par moi-même. Sur ma calculette, j'étais capable de faire un mini-programme, etc. Je suis pas non plus gros techos, etc. Mais j'ai toujours eu cette logique-là aussi qui m'a permis de maîtriser Bubble. Et ça me paraît important, au moins, qu'il y ait un des cofondateurs qui puisse suivre et comprendre ce qui est fait. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis en tout cas. Bah, parce que nous, on voit plein de gens qui essayent de se lancer ou, tu sais, il y a un petit peu ce mythe sur le no-code qui dit le no-code c'est facile, tout le monde peut le faire et tout, mais je suis pas convaincue que tout le monde puisse le faire. Il y a vraiment une mentalité derrière à avoir, je pense, comme au même titre que développeur tradi en fait. Hein. Complètement. Surtout, moi, je Voilà. pense que ça dépend des outils. C'est-à-dire que tu as des outils no-code très simples. Faire un Wix, Oui. tout le monde est capable de faire un Wix. Par contre, Bubble, pour moi, c'est un peu la Rolls du no-code. C'est ce qui se rapproche le plus du code. Et c'est ce qui demande aussi le plus, en fait, les compétences et la façon de penser que doit avoir un développeur. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi, j'en ai pas mal parlé avec Dimitri de Superforge, qui a recruté beaucoup de développeurs dans l'équipe de Superforge, parce qu'en fait, c'est les mêmes réflexes. Quelqu'un qui est déjà bon développeur, en fait, peut-être que là où quelqu'un qui ne connaît rien a besoin de 6 mois, 1 an pour bien maîtriser Bubble, en fait, un bon développeur, il va peut-être avoir besoin d'1 mois ou 2 mois. Donc, corrigez si je me trompe, mais il aura tout de suite en fait, les bons réflexes en termes de base de données, en termes de structuration, et c'est ça qui est important aussi. Alors, en termes de délai, je peux pas te dire parce que bon, moi, je suis pas du tout tech à la base, mais effectivement, un développeur tradi aura plus de facilité à se lancer dans le no-code puisque, comme tu l'as dit, et ça c'est très juste, les réflexes et la mentalité derrière est la même. C'est juste l'outil et les process qui changent en fait. Et toi, du coup, quand tu as recruté tes développeurs Bubble, c'était des gens qui partaient de zéro aussi ou qui avaient déjà un background de développeurs ou de no-codeurs Ouais, moi j'aime bien les profils un peu atypiques. C'est-à-dire que chez Boomerang,
L'école, l'expérience, je m'en fous complètement en entretien. C'est vraiment la motivation et puis un peu les valeurs que j'ai recherchées en entretien. Donc aujourd'hui, le deuxième développeur qu'on a développé, oui, il a un background tech, mais le premier, donc Benoît, qu'on a recruté, il a bossé 10 ans dans la restauration, il a bossé à Lyon, chez Bocuse, il a bossé dans des clubs privés comme serveur, etc. Et il s'est reconverti au moment du Covid, où il s'est rendu compte qu'il ne voyait pas bosser toute sa vie dans la restauration, parce qu'il bossait dans la restauration pour voyager. Enfin, mais il est passionné de la tech, et il s'est mis à suivre une formation dans une autre agence, chez Allegria, où il a suivi une formation, où il a appris vraiment les bases. Après, il a surtout appris chez nous, et voilà. C'est un profil qui n'est pas du tout du monde tech, on peut la recruter. Non, mais c'est bien. Ça montre aussi que ça reste quand même accessible. Et est-ce que vous essayez ou est-ce que vous avez le temps d'essayer d'autres outils ou vous restez vraiment avec votre stack, Bubble, Webflow et ça vous va? Ou est-ce que vous essayez de voir ce qui arrive un petit peu sur le marché à côté? C'est un peu un entre-deux, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que déjà faire notre site vitrine d'Albus sur Webflow, c'était sortir de notre outil parce qu'on était que Bubble avant. L'intelligence artificielle, pour moi, il faut surtout pas louper le wagon. Donc là, on est très attentif sur tous les outils qui sortent, surtout comment les automatiser et les connecter à nos outils existants. Par contre, c'est vrai que sur les autres outils concurrents vraiment de Bubble, là, j'y vais pas. C'est-à-dire que je sais qu'il y a du WeWeb des fois qui est en train d'émerger. Il y a N8N aussi qui pourrait être concurrent face à Make sur des approches un peu similaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt une logique de rester dans les outils qu'on a. C'est aussi dans la confiance que tu as dans l'outil. C'est-à-dire que depuis le début, en fait, moi, je suis convaincu par Bubble. Je suis très confiant dans les capacités de l'équipe fondatrice, et les levées de fonds qu'ils ont fait aussi ont prouvé qu'ils ont un produit qui va continuer à évoluer. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de quitter Bubble, j'ai pas envie de quitter Make, et c'est plutôt sur des nouveaux besoins qu'on pourra en sortir. Non, mais c'est bien aussi. Bon, c'est très cool. Écoute, pour nous, en tout cas, côté questions, on a posé tout ce qu'on avait envie de te demander. Donc, c'est très chouette. Ouais, non, franchement, c'était hyper sympa comme entretien, très inspirant. Assez impressionnant aussi de voir ce parcours et tout ce que tu as su monter en saisissant toutes ces opportunités. C'est vachement chouette. Donc, merci beaucoup, Alexis, en tout cas, Merci à vous. de nous avoir accordé ce temps. C'était vraiment chouette. Voilà, je pense qu'on va clôturer comme ça. Plaisir partagé. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Alexis et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt!